Merci beaucoup au Harvard Global Orthopedics Collaborative de m'avoir reçu aujourd'hui pour parler de cas complexes de non-union de la diaphyse humorale. Je m'appelle Pierre Mary Woolley. Je suis chirurgien orthopédique traumatologue. Je suis basé à Port-au-Prince, en Haïti. Je suis actuellement coprésident du département et professeur associé à l'hôpital universitaire La Paix, qui est le programme de résidence à Port-au-Prince. Je suis donc très heureux d'être avec vous tous. Et nous allons parler de certains des points clés à connaître sur le traitement non collectif de l'arbre humoral, en particulier dans les milieux à faible revenu, les pays à faible revenu et à revenu moyen. Je n'ai donc rien à divulguer. Pour commencer à parler des non-unions. L'une des principales choses que je fais personnellement, c'est de définir ce qu'est une non-union. Il s'agit en fait du processus de guérison, à savoir si l'os va guérir ou non après une fracture et quel est le mécanisme qui l'empêche de guérir. Et tout le monde, tous les livres, tous les manuels et tous les textes que vous lirez vous donneront une définition différente de ce qu'est une non-union, d'un point de vue mécanique ou d'un point de vue biologique. Et la plupart des définitions sont vraiment subjectives avec les critères qui résultent en une grande variabilité interobservateur. Ainsi, selon le chirurgien qui traite ces cas, sa définition d'une non-union changera. La meilleure à ce jour, je pense que la plupart des chirurgiens traumatologues l'approuvent, est celle du Dr Wyss, qui a été publiée dans le JOS en 1996. En gros, il a dit que la désignation d'une union retardée ou d'une non-union c'est fait actuellement lorsque le chirurgien estime que la fracture peut ou passe des potentiels de guérison. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une question de temps ou de 6 à 9 mois qui ont été initialement préconisés pendant de nombreuses années. C'est vraiment lorsque vous regardez des radiographies en série et que vous ne pouvez pas voir qu'il y a une progression ou une sorte de formation de callosité. Et j'aime toujours revenir aux anciens articles parce que je pense que c'est là que l'on trouve le plus de définitions et le plus de classifications. Ainsi, la classification de Weber sur les non-unions, c'est un article de 1976 qui a vraiment défini les différents types de non-unions et qui a mis tout le monde dans le même spectre, à savoir où vous pouvez les traiter et quels cas seront plus difficiles à traiter. Ils les définissent comme des non-unions hypertrophiques, des non-unions oligotrophiques, des non-unions atrophiques qui sont essentiellement avasculaires. Et puis, la pseudarthrose réelle, lorsque, après plus de 9 mois à 1 an, il y a en fait une pseudo-forme d'articulation au niveau du site de non-union. Et il est très important de comprendre ces éléments dès le départ en examinant les non-unions de l'arbre à humour, car chacune d'entre elles est un animal différent. Chacune d'entre elles étant chargée d'être traitée différemment. Les non-unions de la diaphyse humérale se caractérisent donc par l'arrêt d'une fracture au cours du processus de guérison. Et généralement, ce qui se passe, c'est soit un traitement non opératoire, soit un traitement opératoire. Et chacun d'entre eux a des résultats différents. Le diagnostic peut donc être posé à l'aide de simples radiographies. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Si vous avez des radiographies en série et que, dans la plupart des cas, vous traitez l'axe de l'humérus de manière non opératoire, vous aurez alors une idée assez précise de la question de savoir si le processus de guérison a commencé ou non. Parfois, si vous avez accès à un scanner, vous pouvez l'utiliser. Cela permettra d'étendre le cal de pontage, de voir ce que vous pouvez utiliser pour la planification préopératoire. Mais la plupart du temps, je ne l'utilise pas personnellement. Nous n'y avons pas accès. Les radiographies simples sont la norme. Le traitement consiste généralement en une réduction ouverte avec mise en place d'une plaque de compression, avec ou sans greffe osseuse. Nous parlons donc de cas où vous avez une non-union au niveau de la diaphyse humorale et vous voulez avoir une compression maximale et vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller la greffe osseuse. Nous allons aborder quelques cas pour illustrer notre propos. Les incidents de non-union primaire dépendent donc de la prise en charge initiale de ces fractures
Ils atteignent donc 33%, ce qui est assez élevé pour une prise en charge non opératoire. Ensuite, elle se situe entre 5 et 10% si ces cas ont été traités chirurgicalement. Intelligence éloignée maintenant de certains types de fractures pour une prise en charge non opératoire en raison du risque élevé, surtout si vous avez des comorbidités, ce que nous verrons dans une minute, et ensuite où se situe la fracture. Les fractures du tiers proximal, de la diaphyse humérale, sont considérées comme ayant le taux le plus élevé de non-union, et cela est dû à l'anatomie vasculaire de cette région. Mais je pense que les facteurs les plus importants, qui contribueront ou non à une non-union, sont soit biologiques, soit mécaniques. Sur le plan biologique, il y a les maladies métaboliques, l'ostéoporose, les carences en vitamine D, les facteurs liés aux patients. Le tabagisme est un facteur important, l'obésité, la malnutrition et la non-observance du traitement par le patient. Et puis, bien sûr, les fractures ouvertes, qui conduiront probablement à une infection si le traitement initial n'a pas été fait correctement. D'un point de vue mécanique, un modèle de fracture instable, avec une stabilité inadéquate, entraînera probablement une non-union. Vous pouvez également présenter une raideur de l'épaule et du coude qui orientera le mouvement vers le site de la fracture. Et je pense qu'il est vraiment essentiel de faire un tri des patients avant toute chirurgie d'une non-union, en particulier si ces facteurs ne sont pas pris en compte. Ainsi, même si vous faites une chirurgie parfaite, si vous ne tenez pas compte de certains de ces facteurs, vous risquez d'avoir un très mauvais résultat. Donc, non opératoire ou opératoire. C'est ce qui se fait classiquement. Au départ, certaines données suggèrent que la stimulation électrique et les ultrasons peuvent aider. Mais il n'y a rien de concret. Tout comme la thérapie extracorporelle, par onde de choc, ou le fait de laisser l'attelle de quatrain ou l'attelle semi-métallique pendant une période plus longue, ce qui est parfois très difficile à tolérer pour le patient, en particulier chez les jeunes patients actifs. S'il y a eu une ostéosynthèse, on peut soit faire une ostéosynthèse par plaque, soit une ostéosynthèse par double plaque, soit faire un clou intramédulaire. Parfois, la fixation externe a son rôle, surtout si vous avez une infection stade 1, non-union, vous sortez de l'infection, greffe osseuse autogène, aspirat de moelle osseuse, donc si vous avez un RIA ou un type d'implant qui peut vous donner cet os autogène, DBM, et puis vous pouvez aussi faire des concentrés de plaquettes. Il existe donc de multiples options pour traiter une non-union de la diaphyse humérale, certaines d'entre elles étant combinées à d'autres méthodes traitement. Mais l'idée est de donner aux patients les meilleures chances de guérison sans avoir recours à de multiples interventions chirurgicales. Malheureusement, la plupart des options que j'ai mentionnées ne sont pas nécessairement disponibles dans les pays à faible revenu, ce qui rend la situation un peu plus difficile à traiter, surtout en cas de non-unions infectées. Et nous verrons quelques cas à ce sujet. Une chose que vous pouvez contrôler, et c'est probablement la diapositive la plus importante de cet exposé, c'est ce que vous faites en tant que chirurgien. Si vous comprenez la pathologie, si vous comprenez les limites mécaniques de la non-union, alors vous devriez vraiment réfléchir à votre ostéosynthèse, à l'implant que vous allez utiliser et aux patients chez qui vous allez l'utiliser. Et ce sont tous des cas. Certains sont les miens. Initialement, nous avons échoué soit en mettant le mauvais implant ou en mettant un implant qui n'était pas adéquat pour ce modèle de fracture, ou simplement en utilisant un implant qui, biomécaniquement parlant, n'était pas l'implant approprié. L'autre chose que vous pouvez contrôler est le stripping. Donc, plus vous avez un décollement excessif des tissus mous, moins vous avez de chances de guérir cet os. Et vous avez un compromis vasculaire. Et puis, comme nous l'avons déjà mentionné, une fixation incorrecte et instable. C'est vrai.
Il faut une stabilité absolue. Vous voulez vraiment un écart dû à la distraction et vous devez avoir une très bonne réduction. Et ensuite, vous ne voulez pas avoir un mouvement excessif. Vous pouvez ensuite procéder à une réduction directe ou indirecte. La taille de l'implant est importante. Le nombre de vis que vous placerez en proximal et en distal par rapport au site de la fracture Si vous avez l'intention de procéder à une greffe osseuse, vos indications doivent être solides et l'emplacement de l'incision doit être choisi. En ce qui concerne les approches chirurgicales, ma préférence personnelle va à l'approche antérolatérale avec une division brachiale. Mais je pense que cela dépend vraiment de la chirurgie antérieure qui a été effectuée. Et si vous avez une chirurgie qui a été faite initialement à partir d'une incision, vous pouvez simplement utiliser la même incision pour y retourner. Il faut juste se méfier des tissus de fibrose et des autres aspects de cette opération. L'ajustement du triceps postérieur ou l'appariement du triceps postérieur dépend de l'endroit où l'on se trouve. Ce sont toutes de bonnes approches. Mais si vous faites une révision primaire, ma préférence va à l'approche antérolatérale. Vous avez un accès direct et vous pouvez protéger le nerf radial sans avoir à le disséquer. Nous allons donc étudier quelques cas, et c'est là que nous allons voir tous les éléments que nous avons mentionnés. Donc cas numéro 1. Il s'agit d'une de mes patientes. C'est une femme de 45 ans. Elle est tombée d'une moto, est entrée en République dominicaine, qui est, notre pays voisin, et elle a été initialement traitée, comme dans la plupart des cas, avec une attelle en forme de U et une attelle de Sarmienta. 4 mois après la blessure, il n'y avait pas de cale. Elle avait une douleur, un gonflement et un mouvement limité. Elle n'était pas infectée, mais elle fume beaucoup, au moins 2 paquets par jour. Et donc nous avons d'abord parlé d'un retard d'union. Mais avec les radiographies en série, nous avons déclaré qu'il s'agissait d'une non-union en cours et que nous voulions la traiter. La meilleure option est donc de débattre. On peut clouer. On peut faire une plaquée ou une double plaquée. Dans son cas particulier, nous avons opté pour une double plaquée, pour une construction de la fracture, et nous n'avons pas fait de greffe osseuse, donc normalement, vous utiliseriez une plaque plus longue, surtout si vous faites une approche antérolatérale, mais le fait d'avoir une double plaque avec au moins 6 corticales proximales et distales au site de la fracture en mode de compression DCP, et d'ajouter une plaque supplémentaire pour une stabilité supplémentaire, vous donne en fait une très bonne construction, stable, et ce patient s'en est très bien sorti. Et cela a été fait par une approche postérieure parce que nous voulions voir le nerf radial et en libérer un peu. Dans ce cas particulier, nous utilisons des vis de 3 points de 5 mm et une petite tête Frax. Et c'était suffisant. Un deuxième cas, un peu plus complexe. Nous avons donc défini la non-union. Il s'agit là encore d'un jeune patient, victime d'un accident de la route, qui a été traité dans un autre établissement avec une plaque qui, 1 an après la blessure, n'était pas infectée. Le patient ne présentait aucun facteur de risque, mais en raison du manque de stabilité au niveau du site de la fracture, il présentait une non-union hypertrophique du tiers distal, d'une diaphyse humérale, avec des implants qui n'ont pas fonctionné. Vous pouvez voir la quantité de cale qui a été faite, proximale et distale, du côté de la fracture. Dans ce cas particulier, je pense qu'il est assez évident que c'est la stabilité qui manquait. Là encore, vous avez des possibilités en série. Ma préférence va à l'utilisation d'une longue plaque DCP. Mais vous pouvez voir le nombre de vis que nous avons mises, proximales et distales, donc 8 corticales proximales, 8 corticales distales. Dans ce cas particulier, nous avons enlevé le cal de la non-union hypertrophique et nous l'avons utilisé comme graffe osseux au niveau du site du facteur en lui donnant la compression maximale avec un bon résultat. Il n'a pas été nécessaire d'appliquer une double plaque dans ce cas, même si nous aurions pu le faire. Nous avons estimé que la construction était suffisante et ce patient a fini par guérir assez bien. Un peu plus complexe, il s'agit d'un patient plus âgé, obèse, qui fume au moins 2 paquets par jour. A été blessé par balle. Au niveau de la 3e diaphyse humérale distale et a été initialement traité
dans un établissement extérieur avec une première plaque, ils ont ajouté une deuxième plaque, une plaque postérieure, sur la première qui avait échoué. Et nous avons eu dans ce cas particulier une atrophie infectée, une non-union d'une fracture fortement cumulée. Nous entrons donc dans le domaine de la fixation des fractures, plus complexe. La première chose à faire est d'enlever tout cela et de voir où l'on peut traiter l'infection. Nous avons donc d'abord fait des perles antibiotiques, avec une fixation externe. Après 6 semaines, nous avons procédé à un traitement définitif avec un type de construction différent, à savoir une grande plaque de 4 ou 5 recons avec des vis de 4 points, 5 mm au lieu de 3,5 avec une compression maximale. Nous avons greffe osseuse de la crête iliaque après avoir enlevé les billes et s'être assuré que les cultures étaient négatives. Ainsi, à partir de ce contrôle initial des dommages de type masquelet, nous avons abouti à une fixation solide et nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons également ajouté une décortication de Judet, que nous verrons à la fin de cette présentation, qui est une technique très ancienne, mais qui est très utile dans ce type de non-union. Cette patiente a donc bénéficié d'une très bonne cicatrisation, tout en conservant une légère limitation des mouvements au niveau du coude. Et comme il souffrait déjà d'une paralysie du nerf radio, nous avons procédé à des transferts de tendons pour lui rendre sa flexion dorsale du poignet, mais le résultat a été plutôt bon. Le dernier cas, c'est celui où l'écart est très important. C'est un de mes patients, un jeune de 22 ans, avec une blessure par balle. Ironiquement, elle est en fait intacte sur le plan neurologique, avec un nerf radial qui fonctionne, mais elle avait un très grand trou dans le milieu de l'humérus et elle a été blessée pendant 3 ans. Il s'agit donc d'une non-union infectée avec perte des 2/3 de l'humérus. Nous avons donc procédé à un masquelet de stade, comme dans le cas précédent. Je me suis assuré que nous avions un lit non infecté. Après avoir mis un ciment d'écartement. Ensuite, nous posons un fixateur externe et un distracteur et nous effectuons un transport osseux comme procédure secondaire. Le transport osseux s'est donc déroulé assez bien, pendant quelques mois. Et maintenant, elle est dans la phase où nous allons raccourcir un peu la greffe osseuse avec la greffe osseuse de la crête iliaque. Mais vous pouvez voir à quel point vous pouvez reconstruire même un humérus, si vous avez cette quantité de défaut des tissus mous et des os, à condition de s'assurer qu'il n'y a pas de lit infecté. Quelques mots sur la greffe osseuse de la crête iliaque. Elle est encore largement utilisée dans le monde entier. C'est facile. C'est une fenêtre latérale. Assurez-vous d'avoir suffisamment de greffe osseuse. Il est possible d'en prendre plus que nécessaire. Tant que vous pouvez mesurer. La quantité de greffe osseuse dont vous aurez besoin. Vous pouvez en fait faire une assez bonne correction si vous faites une double greffe avec cela. Pour finir, la technique de décortication de Judet, encore une fois, en revenant à une technique très ancienne, Judet l'a en fait décrite dans les années 1970, où il prend essentiellement une décortication ostéopériostée. C'est ce qu'on appelle une greffe de décortication du pédicule musculaire. Il l'a utilisée pour traiter les non-unions septiques et aseptiques. Cette technique a été revue et publiée par 2 groupes indiens. Ils ont combiné la technique de Judet avec une plaque de compression pour les extrémités supérieures et inférieures, avec ou sans greffe osseuse, tant que la construction est stable, que le lit vasculaire est bon et que la zone périostée de la diaphyse de l'humérus n'est pas dénudée. Les résultats sont très bons. C'est donc le principe de base qui consiste à prendre en queue de poisson l'aspect de l'os, à garder l'os intact jusqu'aux muscles, et cela vous donnera un très bon résultat. Voici donc les articles qui ont été publiés
Et je vous encourage tous à les lire parce qu'il s'agit peut-être d'une vieille technique, mais elle a beaucoup de mérite, surtout dans les cas très complexes. Et le résultat, de Judet initialement, et les autres, de petits nombres pour les groupes indiens, Judet avait en fait plus de 800 cas, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, avec le tibia. Mais il a décrit une guérison résolue à environ 94%. Et les deux groupes ont en fait publié à 100% et 90%. Donc c'était avec le tibia, mais c'est aussi applicable à n'importe quel os long. Donc en résumé, en fonction du modèle de fracture, à partir de votre transverse de base, si vous n'avez pas une bonne réduction, vous devez vraiment avoir une bonne stabilité, où vos facteurs de risque vont augmenter. Si vous avez des comorbidités, elles jouent en fait un rôle important dans le développement des non-unions. Il faut donc traiter ces questions en même temps ou avant la fixation, proprement dite. Dans le cas contraire, le risque d'échec sera plus important. Vous avez vraiment besoin d'une stabilité absolue pour obtenir le traitement de ces non-unions. Et puis, en enlevant les tissus mous, vous devez ajouter un substitut biologique, parce que si vous le faites, alors vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Et puis, en fait, il y a plusieurs options pour traiter une non-union, mais la fixation de la plaque, avec une stabilité relative ou absolue, est la méthode à suivre pour le faire. Je vous remercie de votre attention. J'ai hâte d'entendre vos questions et commentaires sur cet exposé et de profiter du webinaire du Harvard Global Orthopedic Collaborative sur les cas complexes du membre supérieur. Je vous remercie de votre attention